Bonjour, et bien nous sommes le 7 octobre et un an après nous nous retrouvons donc au Sahara Hotel dans un cadre somptueux en pleine rénovation, le Sahara Hotel qui, comme vous le savez, est la dernière acquisition de Bill Bennett, le créateur du TOC, le grand concours de voltige de Las Vegas. Mais nous ne sommes pas là pour jouer au casino ou faire du tourisme, alors sans plus attendre, rendons-nous sur le terrain où nous attend d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez bien. Eh bien bonjour à tous, nous voici donc de nouveau à Las Vegas pour un nouveau TOC, le 15e du nom, et beaucoup de modifications cette année, Christophe, dans le règlement. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Oui, alors des modifications déjà au niveau de l'avion. Au niveau des avions, le règlement maintenant nous impose de mesurer les hauteurs de stabilo et d'ailes. Mais heureusement, les avions de l'année passée qui sont passés au contrôle donc l'année passée peuvent voler cette année sans modification. Alors ça concernait donc les avions, mais aussi grosse modification dans le déroulement du concours, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant en fait. Non, alors déjà il y a une journée de plus. Et donc avec cette journée en plus là, donc on fait trois jours de qualification où on fait chaque jour un inconnu, un imposé connu et un libre. Donc ça pendant 3 jours. À l'issue de ces 3 jours là, on va garder les meilleurs 14 pilotes, sachant qu'au départ on est 21. Donc ces meilleurs 14 là vont faire donc samedi 2 vols inconnus dans la journée, 2 vols connus et 2 libres. Pour ensuite garder que les 7 meilleurs pour dimanche qui feront la finale, contrairement à la dernière fois où il y avait que 5 pilotes quoi. Et par contre même nombre de vols dans la finale. Même nombre de vols dans la finale, donc c'est comme le samedi, ça va être 2 inconnus, 2 connus et 2 libres. Mais nous n'en sommes pas encore au final, loin s'en faut, et si nous consacrerons 45 minutes aux 7 finalistes à la fin de cette cassette, eh bien nous avons préféré commencer par l'ordre inverse du classement, c'est-à-dire en vous présentant tout d'abord le dernier pilote classé, Rick Bird, un jeune Texan de 26 ans qui participait au TOC pour la première fois. En fait, il était même remplaçant et a sans doute manqué d'entraînement pour espérer faire un meilleur classement. On voit ici Rick effectuer le début du programme imposé connu, un programme imposé connu d'une très grande complexité bien entendu, mais qui malgré tout ne permettra pas de voir beaucoup de différences entre les pilotes, car à ce niveau-là, ils sont tous capables de l'exécuter parfaitement et se sont beaucoup entraînés évidemment. La cellule qu'il utilise est un avion qui a beaucoup de succès ici aux États-Unis. Il s'agit du Giles 202, un kit issu de chez Pirate Models, un modèle de 2,79 m d'envergure qui pèse à peine 16 kg. La motorisation est quant à elle tout à fait à la hauteur de la masse, puisqu'il s'agit d'un 140 cm3 3W. Les moteurs allemands qui ont une hégémonie pratiquement parfaite ici à la compétition de Las Vegas, puisque en dehors de Christophe Paysan-Leroux qui utilise un moteur Celti-Team, tous les autres avions étaient sans exception équipés de ce moteur. Rick ne va décidément pas briller en imposé connu puisqu'il va réaliser les 3 plus modestes scores des qualifications. Quant aux libres, malheureusement, ils étaient pas trop mal, mais vous allez voir, ça s'est mal terminé. Et il est sorti prématurément de la compétition, à son grand désespoir. Mais enfin, il est jeune, 26 ans, il a de l'avenir. En revanche, bien qu'il participe au TOC également pour la première fois, c'est un pilote beaucoup plus expérimenté que l'on retrouve à la 20e place, l'allemand Günther Hulsamer, 44 ans. Günther qui doit sa qualification au TOC à sa place en fly-off lors des derniers championnats du monde de voltige F3A en Pologne. Le pilote allemand est visiblement un bon spécialiste du F3A, en revanche il doit avoir assez peu d'expérience de la voltige grand modèle, et en tous les cas des inconnus. Parce que durant le TOC il va faire vraiment de très nombreuses fautes, et avoir des notations tout à fait calamiteuses. Il est de très loin le plus mauvais dans les imposés inconnus. Et ses libres, quant à eux, ne brillaient pas par les prises de risque ni par l'originalité. Ils n'étaient pas particulièrement en rythme avec la musique. Vraiment beaucoup de travail à faire pour être au niveau des autres pilotes.
Malheureusement, je pense eh bien qu'on ne le reverra pas. C'est souvent le cas avec les nouveaux venus qui se classent mal. Évidemment, c'est tout de même un très beau pilotage, mais vous allez voir ce que vous allez voir dans les minutes qui viennent. Alors, il utilisait un Extra 300L de Lion Air, une firme allemande qui appartient à Robert Fuchs, un modèle de 3,02 m d'envergure qui pèse 18 kg et qui était bien entendu motorisé par un 3W 140 cm3. Le concurrent suivant qui passe ici sur la tranche, eh bien c'est l'américain Warren Thomas, qui était démonstrateur il y a quelques années. C'est lui qui faisait les vols de démonstration pour les juges au TOC. Il vole avec un Extra 300 Godfrey, la cellule qui est encore à l'heure actuelle la plus répandue ici. Un avion qui vole très très bien, très léger. De belles démonstrations de libre. Bonjour, mon nom est Dave Patrick. Il est 10 h et nous sommes vendredi matin au TOC et nous sommes vraiment bénis avec une météo exceptionnelle. Je vole avec un Cap 232 de 154 décimètres-cubes, équipé d'un 3W de 120 cm3 à allumage électronique fonctionnant à l'essence. J'utilise une hélice Mejlik de 28 par 10 et une radio Futaba. Ici, nous sommes à la moitié du chemin et j'essaie de me maintenir dans le groupe de tête. C'est mon 5e TOC et les vols sont vraiment excellents. J'espère que vous apprécierez les meilleurs pilotes de ce concours, ils sont vraiment d'une adresse extraordinaire. Pilote de voltige au plus haut niveau depuis une bonne vingtaine d'années, le Canadien Dave Patrick est aussi un très grand amateur de maquettes, ce qui explique que son cap eh bien, soit exact au détail du profil près. Il était en quelque sorte un précurseur puisque le nouveau règlement du TOC eh bien, impose d'avoir des machines plus proches de la réalité. En revanche, eh bien, si Dave a participé déjà de nombreuses fois au TOC. S'il a fini 12e, eh bien, il ne réussira pas cette fois-ci à faire mieux que 18e, ce qui traduit eh bien, l'élévation du niveau. En libre, il va réaliser de très beaux vols, bien rythmés avec de belles trajectoires. Malheureusement sans prise de risque excessive, et maintenant eh bien, pour faire de bons résultats ici au TOC, il faut descendre bas, il faut faire des torque rolls, il n'y a plus le choix. C'est en tous les cas une très belle voltige académique, avec des figures fignolées et un programme bien construit, bien en rythme sur la musique. Mais il est indéniable que Dave est maintenant poussé peu à peu vers la sortie par des pilotes beaucoup plus jeunes et aux dents beaucoup plus longues. Pour mémoire, son cap mesure 2,84 m d'envergure, pèse 18,1 kg et est motorisé par un 3W 120 cm3. Les qualifications ont à peine commencé que certains pilotes ont déjà des problèmes de moteur, comme Jason Schulman qui démonte ici eh bien, le capotage de son magnifique Giles 202 Fiber classique. Heureusement pour Jason, le problème qui semblait provenir de l'allumage n'aura pas de conséquences. De son côté, Frank Knoll, le pilote démonstrateur de ce TOC, connaît quelques problèmes de calamine qu'il résout d'une façon peu conventionnelle. Il serait peut-être temps pour lui de penser à changer d'huile. À la 17e place du classement général, nous retrouvons le vétéran de la compétition, le Canadien Ivan Christensen, 59 ans, pilote d'affaires de profession.
qui a terminé il y a quelques années 3e au TOC. Il faut dire que c'est sans doute le concurrent qui, avec Wolfgang Matt, a le plus de participation à son actif. Il volait cette année avec un Giles 202 issu d'un kit SMC allemand, alors qu'au préalable il avait un Giles 200 tout en structure. C'est un modèle de 2,82 m d'envergure qui pèse 17,4 kg. Vous pouvez noter la grande précision des ailerons durant ce libre, et pourtant, Ivan Christensen a sans doute été le pilote qui a le plus souffert de la disparition des gyros dans le nouveau règlement. Ivan Christensen and the 4-minute brief. Thanks, Ivan. Hello, mon nom est Gerald Neal, je viens de la petite ville de Mooresville en Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis. Je vole avec un Stodecker S300D, c'est une réplique de l'avion utilisé par Diane Hartley lors des championnats nationaux il y a 2 ans. L'avion est motorisé par un 3W140 et il y a un équipement radio JR dedans. Il pèse à peu près 18 kg 100. Je vole avec depuis à peu près 2 ans maintenant. C'est ma première participation au tournoi des champions. Je m'amuse bien, mais je suis un peu nerveux, alors je vais juste essayer de faire de mon mieux. Je suis pour le moment très content de ma place, de la manière dont je vole et de l'avion. Totalement inconnu chez nous en Europe, Gerald Neal doit sa qualification au TOC à son résultat dans une compétition américano-américaine qui porte pourtant le nom de World Master Championship. Alors curieusement, eh bien, il va faire de meilleurs scores dans les inconnus que dans l'imposé connu, Gerald, et nous gratifier de quelques très belles exhibitions en programme libre, en utilisant un seul fumigène au bout de l'aile droite comme vous le voyez. Alors peut-être a-t-il été inspiré par Benoît Paysan-Leroux il y a 2 ans, qui avait lui aussi un seul fumigène au bout de son aile, mais Benoît par contre c'était tout bêtement parce que le fumigène de gauche ne s'était pas déclenché. En tous les cas il semblerait que ça ait donné des idées à Gerald. Alors ce Stodecker est un modèle qui est conçu spécifiquement pour cette compétition. Il n'est pas disponible en kit, il mesure 2,84 m d'envergure, pèse 18 kg 100 et bien sûr motorisé par un 3W, il s'agit là encore du 140. Nous retrouvons maintenant un pilote qui fut 2 fois champion du monde, 6 fois vice-champion du monde F3A, Wolfgang Matt, le grand champion du Liechtenstein, qui a également participé 10 fois à la finale du TOC, qui a fini 4 fois second, 4 fois 3e, mais qui n'a jamais remporté le concours, toujours empêché par le champion des champions que fut Hanno Pretner, qui remporta pour sa part 8 fois le TOC, faut-il le rappeler? Un record qui ne sera probablement jamais égalé. Toujours est-il que Wolfgang fait partie des grands champions. Malheureusement pour lui, eh bien, son espoir de remporter un jour la compétition de Las Vegas s'estompe peu à peu, puisqu'il est évidemment poussé dans les profondeurs du classement par les petits jeunes qui poussent, parmi lesquels d'ailleurs son fils, Roland. Au moins pourra-t-il se consoler en pensant qu'il prendra sa succession, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs.
Néanmoins, je pense tout de même que la déception de Wolfgang a été forte cette année de ne pas arriver à se qualifier pour les semi-finales. Il s'en est fallu de quelques points, mais malheureusement, eh bien, il finit 15e, sans doute l'une des plus mauvaises places de la compétition. En fait, il lui aura manqué 170 points sur 14 000, ce n'est vraiment rien, mais il faut dire que les scores sont vraiment très serrés à ce niveau de compétition. Et voilà, encore une journée, on en est donc à la fin des qualifications. Ça s'annonce bien, Christophe, hein? Oui, ça s'annonce pas mal, on se maintient dans les 3-4 premières places, donc tout va bien, faut continuer comme ça jusqu'au bout. Mais je discutais tout de suite avec Somenzini et puis Silvestri, tout le monde est déjà très fatigué. Un libre par jour, un inconnu, ça fait un peu beaucoup. Demain on a 2 connus et 2 libres, ça va être très dur. Nerveusement, je crois que ouais, là ils vous ont gâté cette année. Hein. Ouais, là vraiment on est usé jusqu'au bout. On peut dire encore une fois que le niveau a monté cette année, visiblement. Ouais, là j'ai vraiment l'impression que le niveau a nettement plus monté que les autres années et on le voit surtout au score parce qu'en fait c'est très serré et un coup c'est un qui passe, une fois c'est l'autre, ça va être très chaud jusqu'au bout je pense. En ce qui concerne la tête du classement, tu parles des 5 premiers là. Oui. C'est ce qui te concerne, hein. Parce qu'en fait vous avez vraiment fait le trou. Derrière, ils sont loin les autres. Hein. Ouais, après 5-6, c'est vrai que ça commence à y avoir un écart assez important, mais bon... Ok, mon nom est Peter Goldsmith, je viens de Sydney, Australie. J'ai 35 ans et je pilote des avions modèle réduit depuis que j'ai 6 ans. C'est mon 4e TOC et c'est probablement celui où je vole le mieux. Ma meilleure place jusqu'à ce jour a été 7e, alors je vais essayer de m'améliorer. L'avion avec lequel je vole a été dessiné en France par Mudry, c'est un Cap 232. C'est un modèle très spécial car il est très léger et il a une très faible charge à l'air, 70 grammes au décimètre carré. Il pèse 16,7 kg, ce qui est une masse assez imposante, mais si l'on considère son échelle de 44%, c'est très léger pour sa taille. J'utilise une radio JR PCM 10X qui fonctionne à merveille. J'ai entendu dire que quelques-uns avaient eu des problèmes, mais je n'en ai jamais rencontré avec. J'utilise un 3W140 à admission frontale. Nous avons eu quelques problèmes avec l'admission arrière et l'admission avant nous a semblé une bien meilleure solution. J'utilise 2 cerveaux pour les ailerons qui sont tous les deux équipés d'un tab, qui aide beaucoup à leur débattement. En fait, les ailerons sont mous sans ces tabs. Sur toutes ces gouvernes, nous avons passé beaucoup de temps avec l'aide de l'université de Sydney qui a développé leurs études aérodynamiques. Nous les avons testés et pu mesurer leur effort avant de construire le modèle, afin de vérifier que nous n'allions rencontrer aucun problème de flotteur ou de contrôle de ces gouvernes. En fait, nous travaillons sans arrêt sur ce projet depuis février. Ça a été un dur travail, mais un bon investissement en temps et en argent. Ça marche bien et je suis plutôt content. Si visiblement Peter avait mis toutes les chances de son côté d'un point de vue aérodynamique, eh bien c'est la mécanique qui va lui jouer un tour puisque son moteur va le lâcher dans le second inconnu de ces demi-finales. Attaway. Let's give Peter a hand for getting that airplane back to the runway. Des semi-finales qui ne comportaient pas, contrairement à ce que disait Christophe tout à l'heure, en fait, de vol connu, puisque c'était le meilleur vol connu des qualifications qui était retenu pour le classement de ces semi-finales. Curieusement, en revanche, eh bien, les libres de Peter vont être très mal notés, à 1343 points, c'est très loin des 1900 de la tête du classement. Et je m'explique assez mal pourquoi, je vous laisse juge. Je trouvais pour ma part que la lenteur et la légèreté du modèle lui donnaient une élégance en vol assez spectaculaire. En tous les cas, c'est un avion qui a de la présence du fait de son envergure. C'est un très gros modèle de plus de 3,35 m d'envergure.
6e à l'issue des qualifications. Peter Goldsmith termine donc 14e. Oh, good show, Peter. Bonjour, je suis Chris Laking, je suis de Springfield, dans le Missouri, aux USA, et je suis entrepreneur dans le bâtiment. Ma femme s'occupe d'Olga d'ORC, qui est un business modéliste ici aux États-Unis. Cette année au TOC, j'ai apporté le Gilles que vous pouvez voir devant moi. L'avion a été dessiné par Dave Scully et Wayne Ury. Il a été construit par Ulrich et Mark Klimber. Ils ont fait du bon travail sur ce modèle. J'utilise un système JR complet sur cet avion. J'utilise les nouveaux cerveaux 27-21 sur toutes les gouvernes principales. Ce sont des cerveaux à pignonnerie métallique et ils fonctionnent fabuleusement bien. J'utilise un montage de sécurité avec 2 récepteurs et 2 packs de batteries depuis déjà 2 ou 3 TOC et je n'ai jamais rencontré aucun problème d'aucune sorte avec ce dispositif. Cette année, j'utilise un 3W140, le moteur à admission frontale entraînant une hélice Bolly 3212 à environ 5800 tours minute. Et cela donne vraiment une puissance fabuleuse. C'est mon 5e tournoi des champions et tout le monde semble mieux se comporter. La chose principale concernant celui-ci est sans doute que nous avons beaucoup de temps cette année. Le couple d'années passées, nous avons perdu une journée ou deux à cause de la météo, mais pour cette fois, j'avais commandé le beau temps. En abandonnant ses Sukhoi filiformes des 2 précédents TOC au profit de ce Jais 200, Chris Lakin n'a certainement pas fait un mauvais choix et il s'était visiblement aussi beaucoup entraîné, comme le prouve sa très grande régularité et ses libres très travaillés, très en rythme sur la musique. 13e des qualifications, il va également terminer 13e des semi-finales. Notons qu'avec ses libres très bien construits et très bien en rythme sur la musique, Chris Lakin est d'ailleurs musicien et l'an passé il avait carrément écrit une musique pour son programme libre, eh bien il se classe toujours relativement bien dans cette épreuve et ici dans les semi-finales il finira une fois 5e, une fois 7e de ce programme libre, ce qui est tout de même excellent pour un concurrent qui se place 13e et qui prouve d'autre part, malheureusement pour lui, eh bien qu'il a quelques faiblesses dans le programme inconnu. Coéquipier de Chris Lakin dans l'équipe American F3A il y a 2 ans lors des championnats du monde de Pologne, Kirk Gray eh bien, le précède tout juste au classement général. Il utilise lui aussi un Jais 200, mais celui-ci issu d'un kit Carden Aircraft un peu plus petit, environ 12 cm de moins en envergure. L'avion pèse 16,5 kg, il est motorisé par un 3W120 qui entraîne une hélice Bolly de 2812 à 5800 tours. Quant au fuselage, eh bien comme sur tous les avions Carden, il est constitué d'une caisse en structure bois, contreplaqué et balsa, habillée tout autour avec du polystyrène mis en forme, découpé au fil chaud. C'est une structure à la fois légère et assez ressemblante à l'original, sans trop se compliquer. Bien parti à l'issue des qualifications puisqu'il avait terminé 9e. Kirk Gray va malheureusement connaître une petite déficience durant cette semi-finale.
Malgré sa bonhomie apparente, je pense que Kirk devait être soumis à un stress énorme et durant le dernier libre de ses qualifications pour la finale, eh bien il va commettre une faute irréparable qui va l'éliminer de la course. Pendant que Kirk, aidé de McMurtry, Jason Schulman et Kike Somenzini ramassent les morceaux, et bien pour eux ça se passe plutôt bien en tête du classement. Et Christophe, lui aussi, et ma foi, se débrouille très très bien. Oui, effectivement, Christophe est très très bien parti. Alors est-ce que quand même dans tes concurrents, il y a des gens qui t'ont impressionné cette année par rapport aux années précédentes? Oh bah oui, il y a toujours des pilotes qui impressionnent. Le jeune McCarthy par exemple, qui m'avait déjà impressionné l'année dernière, mais il avait fait un mauvais résultat, je pense, à cause de ses inconnus, où il avait fait pas mal d'erreurs. Et là, il remonte assez fort, bon, surtout en libre aussi, où il est très impressionnant, un petit peu à la Somenzini. Eh bien, je suis avec Sean McMurtry, qui est vraiment la révélation du TOC 98. It's your second TOC. C'est ton second TOC, et cette année, tout le monde pense que tu as fait de très très gros progrès. C'est fantastique. Est-ce que tu t'entraînes beaucoup pour le TOC? Oui, je fais pas mal d'entraînements cette année. Beaucoup de freestyle, beaucoup de connus, un peu moins d'inconnus, mais c'est pour le libre que j'ai passé le plus de temps à m'entraîner. Et qu'utilises-tu comme avion? C'est un Extra 300L dessiné par Bob Godray, issu du kit. Il est motorisé par un 3W140 à admission frontale. Il est entièrement équipé d'une JR. C'est un bon ensemble très puissant. Et depuis quand as-tu cet avion? C'était mon avion de secours ici l'an passé. Il doit avoir à peu près 350 à 360 vols maintenant. Oui, tu t'entraînes beaucoup alors. Mais durant l'année, qu'est-ce que tu fais comme autre genre de compétition? En fait, pourquoi as-tu été invité au TOC? En Europe, personne ne te connaît. La raison pour laquelle je suis invité au TOC, c'est que je vole en voltige F3 ici aux États-Unis. J'ai été 6e au Master, qui compte pour la sélection de l'équipe nationale américaine, et j'ai gagné le national en FAI l'an passé. J'ai été de nouveau 4e cette année, et c'est donc principalement au F3 que je dois d'être ici. Congratulations and good luck for the end of the contest. Well, thank you. I appreciate it. C'est ma première participation au tournoi des champions. Je suis ici avec mon père Vincenzo et c'est super parce que après 11 ans de compétition en F3A, j'ai réalisé mon rêve, celui d'être invité ici. L'avion que j'ai ici est le Katana, reproduction d'un avion grandeur italien, et Katana S, le S pour Silvestri Sebastiano, car c'est notre propre version, dessinée et construite par nos soins. Il est entièrement réalisé en balsa et polystyrène, la seule partie en fibre de verre est le capot moteur et évidemment les carénages de roues. La radio est une Futaba, le moteur un 3W140, moteur allemand que vous connaissez tous bien. Le poids du modèle est de 18,5 kg. Son envergure 2,85 m, sa surface à l'air est de 147 décimètres carrés et sa longueur est de 2,63 m. Je suis très content de la compétition et de la façon dont je me débrouille, car de vol en vol je m'améliore. Je suis de moins en moins stressé et finalement je vais bien voir ce que je vais réussir à faire. Et effectivement, de vol en vol, Sebastiano Silvestri va se lâcher petit à petit et améliorer ses vols pour terminer finalement en 11e, ce qui est un très très bon résultat pour une première participation. Il est rare qu'un pilote qui arrive au TOC fasse ce résultat d'entrée de jeu, si l'on accepte bien entendu l'exception notable que fut Christophe Paysan-Leroux, puisque je vous rappelle qu'à sa première participation, il avait fait très très fort en terminant sur le podium 3e. À l'exception de Bertolani qui avait dû être invité à la fin des années 70 ici à Las Vegas, je crois bien que Sebastiano Silvestri est le premier pilote italien à être invité au TOC depuis des lustres et des lustres. Mais en revanche, sur la liste des pilotes invités pour 99, qui est déjà publiée, eh bien on retrouve son compatriote Marco Benincasa, également membre de l'équipe italienne de F3A,
Et ce qui nous fera plaisir à nous Français, eh bien, parmi les remplaçants, Laurent Lombard, qui aura peut-être une petite chance de participer s'il y a une défection ou deux. Le pilote que l'on voit réviser ici son inconnu eh bien, est un nouveau venu lui aussi, il s'agit de Bill Hempel. Ce n'est pas n'importe qui, ce fut le vainqueur de la Formule IMAC du championnat donc américain en 1997 et c'est le tenant du titre en freestyle donc en Formule IMAC. La Formule IMAC qui, je vous le rappelle, est à peu près l'équivalent de la VGM ou du F3AX ici en Europe. Quant à son avion, il ne s'agit ni d'un laser ni d'un Extra 260, c'est un Edge 540, un avion américain très peu connu. Alors cet Edge 540, outre sa géométrie un peu particulière avec un bord d'attaque droit, toute la flèche de l'aile étant située au bord de fuite, eh bien il a la particularité de peser que 13,6 kg, ce qui pour un modèle de 2,97 m d'envergure est vraiment très faible, vous en conviendrez. Il est d'autre part eh bien, motorisé par un 3W 140 cm3, ce qui lui donne évidemment un rapport poids-puissance assez monstrueux, qui sera d'ailleurs pleinement exploité par le pilote durant les libres. S'il a été dessiné par Bill Hempel, eh bien ce modèle a été réalisé par Aeroworks, la fameuse firme qui produit donc déjà les Extra 300 de Bob Godfrey. Vous allez pouvoir le constater, les vols libres de Bill Hempel sont très particuliers et tranchent énormément avec ceux de tous les autres concurrents. En effet, la plupart des voltigeurs modernes ont un style de vol extrêmement souple, très coulé, en particulier au niveau de la gestion des gaz. C'est un style qui a été plus ou moins initié par Christophe Paysan-Leroux, qui a fait des émules depuis, mais même s'il reste d'ailleurs le maître incontesté dans ce domaine. Eh bien, Bill Hempel, lui, c'est tout le contraire, il vole tout en force, avec des efforts violents sur la cellule, les manches dans les coins sans arrêt. C'est très spectaculaire, il est évident que ça plaît au public, ça tranche tellement avec les autres que forcément ça retient l'attention, mais je voudrais pas être la cellule de l'avion, ni même les cerveaux. À la limite, ça fait même un peu peur quand on sait que professionnellement, Bill Hempel est pilote instructeur. En tous les cas, j'hésiterais à faire un baptême voltige avec lui, ça c'est sûr. Eh bien les juges, eux, ont apprécié, puisque Bill se place selon les manches dans cette semi-finale à la 4e ou 5e place des libres, battant même McMurtry sur la première manche. Bien que la notation Aresti soit conçue pour ne permettre qu'une seule interprétation possible des figures, eh bien les programmes au TOC sont tellement compliqués qu'il arrive parfois que les juges et les concurrents ne soient pas du tout d'accord sur une figure décrite dans un programme inconnu. Or c'est ce qui s'est passé dans cette semi-finale et on voit ici tous les pilotes convoqués pour voir aux mains de Frank Noll la figure exécutée telle que les juges le voulaient. Et là, pas de jaloux, tout le monde a eu 0 sans discussion. Au décollage, le jeune néo-zélandais Fraser Briggs, que l'on avait découvert l'année dernière ici même, avec le même modèle d'ailleurs, un superbe Extra 260 de très grande taille puisqu'il mesure 3,20 m d'envergure et qu'il pèse 17,2 kg. Fraser Briggs qui donc, ma foi, est un grand spécialiste du libre, il fait toujours de très belles prestations, très travaillé, il s'entraîne d'ailleurs beaucoup, il le dit lui-même.
Et l'an passé, il avait fait pour son premier TOC la 9ème place, ce qui était vraiment spectaculaire. Et bien, il récidive cette année, il termine à la même place. Il ne sera pas le seul d'ailleurs, puisque Mike McConville, que l'on va voir dans quelques minutes, eh bien, était 8ème l'an dernier et lui aussi va avoir le même classement cette année. Deux pilotes qui sont donc d'une très grande régularité. Le modèle de Fraser a été réalisé d'après un plan de vue qui lui a été fourni directement par Walter Extra. Walter Extra qui est d'ailleurs toujours très sensible aux requêtes des modélistes. Et il y a quelques années, eh bien, un de ses ingénieurs, également pilote de modèle réduit, était d'ailleurs venu assister ici au TOC pour voir un peu ce qui se faisait au plus haut niveau en voltige modèle réduit, pour essayer d'en tirer des conclusions concernant les avions de voltige grandeur. C'était intéressant comme démarche. Je ne sais pas si ça a eu des suites, mais en tous les cas c'était intéressant. Et alors donc Fraser a réalisé cet Extra 260 avec un fuselage moulé. La particularité de ce fuselage étant d'être réalisé en sandwich fibre de verre Nomex nid d'abeille. Si ma mémoire ne me trahit pas, il me semble bien que Fraser Briggs a été le seul concurrent à avoir travaillé de libre sur des musiques totalement différentes, ce qui prouve qu'il s'est effectivement beaucoup entraîné. Fraser Briggs, let him know you appreciate the 4-minute free. Fraser and the Briggs team. Entre maintenant en piste le cap 232 de Mike McConville, donc. Le cap qui semble revenir très fortement au premier plan dans les compétitions de voltige grand modèle aux États-Unis. Il fait l'objet d'une certaine mode, au détriment évidemment des Extra 300 qui, eux, en revanche, sont toujours moins nombreux. Alors est-ce que Christophe et les résultats qu'il a obtenus ici au TOC avec son propre cap, ils sont pour quelque chose? Je n'en sais rien. Il est probable que les résultats en voltige grandeur de l'équipe de France, évidemment, ils soient aussi pour quelque chose. Toujours est-il que le kit Carden Aircraft, qui a donc été dessiné par Dennis Gergitz et Mike McConville lui-même, Mike McConville qui a d'ailleurs conçu pas mal de kits pour Midwest également, eh bien semble se vendre comme des petits pains. C'est un modèle qui mesure 2,95 m d'envergure et qui pèse, en ce qui concerne l'exemplaire de Mike McConville, 17,5 kg. Évidemment, on retrouve le 3W 140 cm3, toujours avec une admission avant. Visiblement, eh bien, l'admission arrière ne plaît pas du tout ici aux États-Unis. Et d'ailleurs, il semblerait que l'importateur de 3W, pour cette raison, ait décidé de cesser d'importer la marque allemande. Il s'agit de Desert Aircraft, qui développe son propre moteur maintenant, un 150 cm3 à longue course, entièrement dessiné et conçu en CAO-DAO, qui devrait être rapidement disponible maintenant. Pour l'avoir vu en évaluation sur l'avion de Jason Schulman la semaine après le TOC, je peux vous dire qu'il arrache méchamment. Et je ne serais vraiment pas surpris qu'on en retrouve beaucoup l'année prochaine sur les avions américains. Pour en revenir au cap, je vous rappelle que Christophe Paysan-Leroux va donc changer d'avion l'année prochaine, pour un cap plus gros, plus maquette évidemment, pour répondre aux nouveaux règlements. Cet avion est produit en kit par Z-Line depuis à peu près 3-4 mois. Il est donc facile maintenant de se procurer un gros cap de très bonne qualité en France aussi. Ce qui me paraît être la moindre des choses dans la mesure où Pascal Novick a d'ailleurs travaillé pour Medry. Pendant que je vous parle technique, Mike est en train de réaliser de très beaux libres qui vont l'amener aux portes du bonheur. Malheureusement, eh bien, il va lui manquer 52 points sur 8400 pour atteindre la 7ème place. Ça fait 0,6% d'écart avec donc son compatriote Von Linsoe, 7ème de ses semi-finales. C'est vraiment rien du tout, mais évidemment, à ce niveau-là, on pouvait s'attendre à ce que les écarts soient très faibles. Ils sont un peu plus grands entre les 3 ou 5 premiers et les suivants, mais vraiment derrière il y a un peloton vraiment très compact d'excellents pilotes qui auraient tous mérité d'être en finale. Eh ben Christophe, ça y est, les finales, ça approche, hein, c'est demain. Les qualifications sont terminées. On peut dire que tu les as abordées un peu tendues ce matin, et puis ça s'est super bien passé. Oui, j'étais effectivement très nerveux parce que tout est un peu remis en jeu sur ces vols-là, quoi. Donc faut pas vraiment se louper, surtout sur les inconnus. On partait qu'avec l'acquis du connu.
La première manche s'est pas mal passée, puisque je termine au général premier. Bon, c'est vrai que Somenzini n'était pas là ce matin. La deuxième manche, par contre, on n'a pas les résultats encore. C'est le suspense. Ouais, on va attendre ça au banquet. Bon, j'espère me maintenir dans les 7 de toute façon. Mais bon, on va voir. Maintenant, il va falloir travailler pour demain. Dimanche matin, tous les pilotes de la finale, les 7 finalistes donc, se retrouvent sur le terrain avec leur mécano bien entendu et un nombreux public. On voit ici Larry Lutton, le concepteur des programmes inconnus du TOC, faire la description du programme numéro 6, un programme particulièrement difficile qui commence par un double déclenché vertical, et on voit tout de suite beaucoup de puissance et les avions un peu légers n'auraient aucune chance, et qui enchaîne immédiatement sur la figure numéro 2 qui n'est rien d'autre qu'un cercle en tonneau avec 3 tonneaux vers l'extérieur. On est donc tout de suite dans le bain, ça s'annonce très difficile. Alors le premier concurrent à s'élancer pour ce programme inconnu, ce qui est en général un énorme handicap, ce n'est autre que Quique Somenzini qui avait donc tiré le mauvais chiffre au tirage au sort la veille. Malgré tout, Quique va transformer cet handicap en énorme avantage puisqu'il va faire un vol sans faute, vraiment parfait, avec plus de 4100 points, et il aura finalement près de 400 points d'avance sur le second qui sera Roland Matt, et puis ensuite juste derrière Christophe. On le voit d'ailleurs ici réussir parfaitement le déclenché 3/4 négatif suivi en sens opposé de 5 facettes. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fautes et tout le reste de son vol sera à peu près de ce niveau-là. Christophe, qui ne peut pas ne pas avoir observé le vol de Quique, s'élance ensuite. Vous remarquerez que Christophe effectue son programme en sens inverse de Quique, ce qui prouve bien que la météo était parfaite, avec très peu de vent, les concurrents pouvant choisir, dans ces conditions, le sens qui leur convient le mieux. Le cap dans le fameux cercle en tonneau, une figure qu'affectionne particulièrement Christophe, on sait qu'il excelle dans ce domaine, et c'est une chance puisque au TOC, chaque programme inconnu imposé en possède au moins une variante. Et c'est simplement un problème de temps qui nous a empêché de vous montrer les cercles en tonneau des programmes précédents. Vous le voyez, c'est une figure assez longue à exécuter, et en plus à l'image on se rend assez mal compte des principaux défauts qui ne sont pas tellement la vitesse de rotation, tous les pilotes arrivent à peu près bien à le faire maintenant, mais surtout des différences d'altitude vis-à-vis de l'horizon. Alors là, c'est très difficile à juger bien évidemment. À 3746 points, Christophe réalise un excellent vol, juste 8 points derrière Roland Matt, qui sera donc second. Un vol de très belle facture, très pur, avec évidemment quelques petites imprécisions dues à une nervosité sans doute créée par le vol précédent de Quique, qui a évidemment fort bien réussi son coup en mettant autant de pression sur ses concurrents d'entrée de jeu. Si Christophe limite vraiment la casse, ça ne va pas être le cas de Jason Schulman, qui part 3ème. Parce que vous allez le voir dans l'enchaînement de déclenchés, il va se faire très peur. Et il va donc terminer dernier de cet imposé inconnu à 2894 points. Ça vous donne une petite idée de l'écart qu'il y a par rapport au premier. On voit après ce déclenché d'ailleurs la différence de pente. Le modèle a visiblement du mal à se remettre en ligne après les déclenchés. C'est sans doute un problème de réglage, puisque l'avion de Van Linsoe ne semble pas faire autant d'erreurs. Alors Jason, qui comme d'habitude ne perd pas pour autant de morale, il rit de ses bêtises. Dave Van Linsoe, quant à lui, était 7ème à l'issue des qualifications et il va le rester. Sean McMurtry, de son côté, comme vous le voyez, des arrêts de déclencher, un petit peu mou toujours. Pour bien finir à l'horizontale, il freine sa figure un peu avant. Et il va faire un score relativement modeste à ce vol, puisqu'il terminera avec 3055 points. Donc plus de 1100 points derrière Quique Somenzini, qui a vraiment fait un score exceptionnel dans de telles conditions. Quant au connu de cette première manche de finale, il va être remporté par Christophe avec 2682 points, mais Quique Somenzini est juste derrière lui à 40 points.
Ce que Christophe répète consciencieusement, eh bien ce n'est pas un inconnu, mais son libre, puisque nous enchaînons maintenant eh bien, sur le premier libre de cette première manche de finale. Un moment évidemment très attendu, et vous allez voir que les 7 pilotes se sont vraiment lâchés et nous ont offert un spectacle extraordinaire, à commencer par Christophe, qui eut cette fois-ci le désavantage de commencer. Voilà, un très beau passage tranche ultra lent, dont Christophe a le secret. C'est une de ses figures préférées, toujours spectaculaire. Je vais maintenant me taire pour vous laisser apprécier la chorégraphie de ces programmes. Elle a en effet fait énormément de progrès et je pense que le fond musical est d'une importance extrême pour les apprécier à leur juste valeur. Avec 1752 points, eh bien Christophe va terminer 3ème de ce premier libre. Jason Schulman, qui lui succède dans un style complètement différent, beaucoup moins rapide, beaucoup plus lancinant, eh bien va pour sa part faire un score assez moyen, puisqu'il va terminer à 1574 points. Ce sera en fait l'avant-dernier score des libres de cette première manche. Il est curieux de constater d'ailleurs que Jason, qui est un pilote jeune, prend une musique aussi lancinante, aussi lente, qui correspond assez peu à son style de vol en meeting. J'ai eu l'occasion de le voir par exemple à Top Gun et je peux vous assurer que cet torque-roll au ras du sol était resté gravé dans ma mémoire. Il est donc étonnant qu'il n'ait pas pris plus de risques ici. C'est sans doute à cause de l'avion qu'il avait entre les mains, une cellule à 25 000 francs qui lui avait été prêtée par Fiber Classics. Évidemment, il n'avait pas tellement envie de la mettre par terre et il avait été sans doute refroidi par la frayeur qui s'était faite durant l'imposé inconnu.
A l'opposé, eh bien, on retrouve Dave Van Linsoe avec son style extrêmement violent, et lui aussi avec un G202, puisque c'est en fait eh bien, le prototype qui a servi à l'élaboration du kit d'Andreas Gitz, piloté par Jason Schumann, comme on vous l'a dit plus tôt. Ces deux enchaînements de tonneaux exécutés coup sur coup ont bien failli provoquer un mini-scandale, puisqu'il s'agissait tout simplement de la séquence de la figure numéro 6 de l'inconnu de la manche 2. Alors bien évidemment, c'est une brèche du règlement que Dave a employée ici, puisqu'on sait que les pilotes n'ont pas le droit, évidemment, de répéter à l'avance les figures des inconnus, et ils n'ont pas le droit au simulateur, d'ailleurs c'est interdit, bien que ce soit difficile à contrôler dans les chambres, je pense que la plupart s'y tiennent, des contrôles inopinés pouvant être effectués par l'organisation. Et là, donc évidemment, eh bien, les juges ont très peu apprécié cette forme de triche, entre guillemets. Il était le premier à y avoir pensé, d'un certain côté c'était assez astucieux. Mais ils l'ont durement sanctionné en lui donnant que 1300 points à ce libre, qui était pour le reste pas mal du tout. Quant au vainqueur de ce premier libre des finales, eh bien le voici en vol. Il s'agit de Roland Matt qui a vraiment commencé très fort. Avec 1849 points, il bat en effet d'une courte tête Kike Somenzini, une référence dans le domaine pourtant. Et évidemment, comme d'habitude, on peut s'apercevoir que le point fort de Roland, eh bien, c'est la chorégraphie et le parfait tempo de ses figures de voltige sur la musique. Une musique qui est malheureusement, à mon avis, c'est un peu dommage, la même que l'an passé, et je me demande même si le programme lui-même n'est pas exactement celui de l'an passé. Un peu plus d'originalité ne ferait pas de mal, parce que je pense que ça va finir par lasser les juges l'année prochaine. Avec ce torque-roll effectué à une altitude raisonnable, Roland nous prouve que les juges en fait donnent plus d'importance à un programme bien construit qu'à des prises de risques inutiles, à condition qu'il soit évidemment plein de difficultés en tout genre, et non pas absolument construit autour d'une seule figure spectaculaire. Ayant lui aussi choisi une valse viennoise pour évoluer, à savoir le beau Danube bleu qu'on a souvent entendu ici, Sean McMurtry va continuer à nous impressionner avec un programme fort bien construit, également très bien en rythme sur le tempo de la musique, et avec des difficultés à mon avis un degré supérieur à celle de Roland Matt. Je vous engage à regarder de près son torque-roll. Cependant, eh bien, les juges seront peut-être un peu sévères avec lui, puisqu'il termine à 1658 points seulement, ce qui le place 5ème sur 7. C'est à mon avis mal payé, mais je vous laisse juger.
Inutile de dire que Sean est en train de devenir la coqueluche du public américain, c'est bien évident, ça fait longtemps qu'ils attendaient un pilote aussi spectaculaire, mais il est certain que c'est encore aujourd'hui Quique Somenzini qui, dans le domaine des libres, eh bien, rallie tous les suffrages, avec des vols très spectaculaires, et dans ces finales, eh bien, il va se surpasser. Même si, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ces programmes ne sont pas aussi pleins, aussi compliqués, aussi diversifiés que ceux de Christophe. Il n'empêche qu'il est un domaine où Quique excelle, et bien c'est dans l'inventivité. On lui doit quelques figures très spectaculaires. Vous avez pu remarquer sur ce passage tranche des alternances de côté. Au ralenti, c'était très joli, et je vous engage à regarder très attentivement la figure suivante parce que, eh bien, c'était à mon avis la plus spectaculaire de toutes celles qui ont été réalisées cette année au TOC. Vous allez pouvoir constater que Quique n'hésite pas lui à prendre des risques, ce qui déchaîne évidemment l'enthousiasme du public. Alors évidemment, après de telles images, je crois qu'il est inutile de dire que Quique reste le maître incontesté du torque-roll au niveau mondial, et il doit être bien difficile de passer après lui. Alors on peut plaindre Steve Striker qui le suivait tout juste, et qui va terminer 4ème de ce libre avec un programme très bien construit, souvent répété. On voit qu'il n'y a pas place à l'improvisation dans ce programme, et évidemment ça lui donne une certaine harmonie. Harmonie d'ailleurs renforcée par l'inertie de ce gros modèle de plus de 3 mètres d'envergure, qui pèse plus de 23 kg et qui est motorisé par un 3W 160 cm3 quadricylindre, le plus gros moteur de la compétition. Finalement, le classement de cette première manche est assez éloquent. À la 7ème place, on retrouve Von Linsoe, qui est vraiment à la traîne. Le 6ème est Jason Schulman, suite à l'erreur grossière qu'il a effectuée dans l'inconnu. Malgré ses prouesses, Sean McMurtry ne fait pas mieux que la 5ème place. Le 4ème est Steve Striker, très régulier. Le 3ème est Roland Matt, qui talonne Christophe Paysan-Leroux, qui a 8180 points, mais déjà 500 points quasiment derrière Quique Somenzini, qui peut aborder la deuxième manche avec une certaine sérénité. Quique, comment te sens-tu en ce moment précis? Eh bien, ça va, j'attends juste le prochain inconnu pour voir comment les autres vont s'en sortir. Et que dire à propos de ta performance dans l'inconnu de ce matin? C'est fantastique, non? Merci beaucoup, oui. L'idée, comme j'étais le premier à passer avec mon père, était de faire le mieux possible pour mettre la pression sur les autres pilotes. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Alors, maintenant, j'attends le prochain inconnu. Et après ça, je pense que le concours aura décidé de qui sera le vainqueur. Et bien alors que le champion argentin fait preuve d'une belle confiance, certains s'inquiètent de savoir s'ils ont compris toutes les subtilités du programme inconnu auprès du chef des juges, Fred Johnson, qui est un personnage assez connu aux États-Unis, qui est d'ailleurs pilote de T6 aux courses de Renault.
entre autres choses. Il est aussi instructeur de voltige, grandeur, etc. C'est donc un grand professionnel qui dirige un collège de juges, il faut bien le dire, qui est lui aussi de très très haut niveau. Pour la plupart, tous les juges du TOC sont en effet juges de voltige grandeur. C'est donc Jason Schulman que le sort a désigné comme premier concurrent pour ce nouvel inconnu. Un nouvel inconnu qui peut d'ailleurs remettre les pendules à l'heure, puisque bien entendu, comme dans tous les concours de voltige, c'est évidemment le meilleur vol des 2 manches dans chaque épreuve qui va être retenu pour le classement final. Une opportunité dont ne profitera pas David Van Linshoe, qui bien qu'il réussisse 300 points de mieux qu'à la première manche, eh bien reste 7ème de ce vol inconnu, tous les autres pilotes ayant fortement progressé, à l'exception de Roland Matt qui va faire pas mal de petites erreurs. De son côté, en revanche, eh bien, Kike renforce sa position de leader avec 4300 points et c'est carrément 300 points d'avance sur le second qui n'est autre que notre Christophe National. Vous aurez noté la perfection de la cloche de Kike, une figure que l'on retrouvait d'ailleurs dans tous les programmes inconnus de ce TOC, ce que je trouve pour ma part assez curieux dans la mesure où c'est une figure qui fait quand même beaucoup appel à la chance, tout du moins en modèle réduit. On vient de voir également l'enchaînement de tonneaux et de déclenchés qui avait été effectué par David Van Linshoe durant son libre. Eh bien vous avez pu constater que Kike, lui, n'a pas eu besoin de s'entraîner pour le réaliser à la perfection. Steve Striker, qui passe ensuite, va donc se retrouver 4ème de cet inconnu, avec un écart de points sur le 3ème vraiment minime. Il faut dire d'ailleurs que 4 pilotes parmi les 7 dans cette épreuve vont être très très proches, à moins de 50 points les uns des autres, sur un total de 4000, ça fait 1% de différence, c'est vraiment rien du tout, et ça donne une petite idée du niveau de pilotage et du faible nombre de fautes qui seront commises durant cette finale. Christophe va terminer second de cette épreuve d'inconnu à 4054 points. Malheureusement, c'est encore près de 300 points derrière Kike, et si cela diminue un peu l'écart qui existe entre les 2 champions, ce n'est pas suffisant pour le rattraper, car ce ne sont pas les vols libres ou les imposés connus qui vont permettre de faire beaucoup de points et à Christophe de refaire son retard. Si l'on observe précisément cet enchaînement de tonneaux et de déclenchés, eh bien on peut constater effectivement que Christophe aura manqué d'un tout petit peu de précision dans l'arrêt de ses figures, et ça lui aura coûté cher malheureusement. Il était d'ailleurs tout à fait conscient d'avoir loupé le coche à la fin de son vol et était particulièrement furieux après lui. C'était nul. Non. Si, c'était nul. Aucune précision. Et inutile d'essayer de lui remonter le moral à Christophe. Après un vol comme ça, il sait pertinemment bien à quoi s'en tenir, et il était vraiment furieux parce que non seulement il sentait que le titre lui avait échappé, mais en plus il craignait d'avoir perdu plusieurs places au classement général. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas puisqu'il termine second de cet imposé inconnu. Mais les pilotes n'ont pas le temps de souffler ni d'avoir des regrets parce que nous enchaînons immédiatement sur la dernière épreuve du concours, à savoir le dernier libre, le vol le plus attendu de la compétition évidemment, parce qu'on sait qu'ils vont se donner à fond pour gagner encore quelques points et essayer de grappiller des places. Et c'est Roland Matt qui a été désigné par le sort pour ouvrir le bal avec sa valse viennoise. Il va finir en beauté puisqu'il aura le 3e score de cette ultime épreuve.
Et voilà, l'artiste salue son public et c'est un au revoir, un bref au revoir, puisqu'on reverra Roland l'année prochaine ici même, bien entendu. Derrière lui s'élance la révélation 98, sans doute le plus talentueux des jeunes pilotes à l'heure actuelle, Sean McMurtry, qui va nous faire, vous allez le voir, un final absolument éblouissant. qu'on appelle du torque-roll à basse altitude. Et bien quand on se souvient qu'il y a quelques années, seul Kike Somenzini était capable de descendre à 1 mètre du sol en torque-roll, on mesure le progrès qui a été réalisé ces dernières années. Et tous les finalistes sont capables maintenant de faire ce genre de figure. Alors évidemment, on se demande ce qu'ils vont nous inventer pour les prochaines éditions. Et puisque nous parlions du grand pilote argentin, je vous engage maintenant à regarder son programme final. Kike qui a évidemment voulu terminer cette édition du TOC 98 par un feu d'artifice, et vous allez voir que son programme était vraiment encore plus extraordinaire que d'habitude.
Et oui, même si la concurrence devient rude, eh bien Kike reste vraiment le maître incontesté du torque roll. Vous avez vu comment il promène l'avion exactement où il veut. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Il en fait ce qu'il veut au ras du sol. Pour l'instant, vraiment, il est imbattable dans ce domaine du vol. Et dans le classe Menzini, eh bien c'est la joie, car maintenant, c'est sûr, le titre ne peut plus échapper à Kike. Au décollage, vous aurez reconnu le gros Extra 300 de Steve Striker. Steve Striker, qui, je vous le rappelle au passage, est pilote de drone dans le civil. Et d'ailleurs, il s'est plus ou moins associé l'année dernière avec Kike Semenzini, pour tout vous dire, parce que Kike vient juste de créer l'an passé une société qui s'appelle Weather Modification Incorporated, qui a pour but, avec des drones, eh bien, d'aller crever les nuages de grêle qui menacent les régions viticoles de l'Argentine. Une technique bien moins onéreuse que les avions grandeur, mais qui nécessite en revanche, par contre, une veille 24 heures sur 24, pour être prêt dès que les orages arrivent. Apparemment, c'est une affaire qui semble assez intéressante financièrement parlant. Mais revenons à nos moutons et je vous laisse admirer la fin du programme de Steve, qui a vraiment fait très fort lui aussi et qui a pris des risques pour marquer quelques points de plus. Steve a indéniablement le sens du show et comme vous pouvez le constater, eh bien, il avait quelques groupies sur le bord de la piste. Allez, au tour de Christophe de nous montrer ce qu'il sait faire quand il se sort vraiment les tripes. Et lui aussi était fortement soutenu par un fort contingent de supporters. Une quarantaine de Français qui étaient venus donc de métropole pour le soutenir. Après un long périple dans l'ouest des États-Unis, je crois que leurs souvenirs de ce voyage resteront inoubliables. Je vous rappelle rapidement les caractéristiques du cap de Christophe. Il mesure 2,74 m d'envergure, c'est loin d'être un des plus gros modèles du TOC. Il mesure 2,70 m de long et pèse 15,5 kg. Il est motorisé par un moteur Team de 114 cm3 monocylindre, c'était le seul monocylindre de la compétition, qui entraîne une hélice Mejlik 2810 à 6600 tours. La structure des ailes est constituée de polystyrène coffré avec, comme d'habitude chez les paysans Leroux, du papier craft. Quant au fuselage, eh bien, il s'agit de d'éperons pris en sandwich entre deux couches de fibres. Et depuis 3 ans que cet avion est utilisé ici, eh bien, il n'a pas montré le moins de signe de faiblesse. Il va cependant être mis à la retraite puisqu'il ne correspond plus au nouveau règlement. Et oui, sans doute galvanisé par ses supporters, on a vu pour ce dernier vol du très grand Christophe, et vous allez voir, c'est pas fini.
finalisant ce torque-roll aussi bas que Kike Somenzini, eh bien je pense que Christophe a marqué des points pour l'année prochaine parce qu'il a marqué les esprits au moment où il le fallait. Il ne fallait pas en attendre moins de ce fin stratège. Ça, il y avait de l'ambiance et je peux vous dire que ça s'est déroulé sous le regard complètement sidéré du public américain qui n'avait jamais vu ça. Christophe avait évidemment beaucoup apprécié ce soutien enthousiaste et si vous voulez lui faire plaisir, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire au mois d'octobre. Nous retrouvons Jason Schulman avec son magnifique Jice dans un programme qui va être en tout point comparable au précédent, ce qui veut dire qu'il ne va pas faire vraiment d'étincelles et il se retrouve d'ailleurs 6ème sur 7 de ce dernier programme libre du TOC 98. À titre anecdotique, sachez que Jason Schulman est le 3e d'une génération de modélistes puisque son grand-père a été le licencié numéro 8 de l'AMA, la fédération américaine, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été pilote de B-26 Marauder et de B-24 Liberator et a au total piloté plus de 49 types d'avions. C'est donc un personnage haut en couleur que l'on voit sur beaucoup de terrains américains et qui était là évidemment pour soutenir son petit-fils. De ce vol, Jason aura donc retrouvé ses sensations en torque-roll, un peu tard malheureusement, mais sans être évidemment aussi démonstratif et cinglant que Kike Somenzini ou même Christophe, ou encore eh bien, celui qui devient son grand rival, Sean McMurtry. Deux jeunes pilotes qui repoussent les talents confirmés comme Dave Van Linsoe bien doucement vers les profondeurs du classement, ou tout du moins qui leur permettent de moins en moins espérer être en finale. Alors est-ce que Dave y sera encore l'an prochain? C'est pas sûr. D'autant plus qu'on nous annonce le retour de Chip Hyde pour l'année prochaine. Il sera lui probablement en finale. Ou tout du moins on peut le penser quand on connaît le talent de celui qui fut champion du monde et qui a aussi également une fois remporté le TOC il y a quelques années. Et qui s'était éclipsé pour des raisons personnelles pendant un moment mais qui semble revenir très en forme puisqu'il vient de remporter les Nats américains. Dave tentera pourtant, comme à son habitude, de mettre une note d'originalité dans son programme en terminant en dead stick, c'est-à-dire moteur coupé, les dernières figures de son programme. Malheureusement, ça ne va pas beaucoup impressionner les juges, qui en ont vu d'autres tout au long de la semaine. Voilà, les vols du TOC 98 c'est fini, on se retrouve tout de suite pour la remise des prix. Ok Steve. Alors Steve, juste après le final, quel est ton sentiment? Eh bien, avant tout, je suis vraiment content que ce soit fini. Ça a été beaucoup de travail. J'ai quitté ma maison le 29 août pour avoir quelque chance de me préparer et voler par ici. Nous sommes là depuis le 2 septembre.
Nous avons beaucoup travaillé et l'équipe s'est renforcée peu à peu au fur et à mesure que la date du concours approchait. J'avais initialement un plan pour amener un très gros avion et nous avons beaucoup travaillé dessus, ainsi qu'un autre petit avion. Mais nous n'avons réussi à finir ni l'un ni l'autre. Alors j'ai ramené le modèle qui a déjà volé dans les 3 derniers TOC. Mais sans gyro, ça n'a pourtant pas l'air de changer grand-chose. Non, les gyros sont utiles en sortie de déclencher et dans le vent. Si vous êtes vraiment mauvais en stationnaire, les gyros ne vous aideront pas. Si vous êtes extrêmement bon, ils ne vous aident pas non plus. Mais si vous êtes moyennement bon, ils aident. Bien, en fait, j'apprends cette année. Je me suis en fait entraîner et c'est dans le but de les faciliter que j'avais prévu un plus petit avion. Mais ça va pas trop mal avec l'extra. Le seul problème, c'est quand il commence à descendre, il se met à tomber à toute vitesse. Voilà quel est le problème et il faut donc faire très attention. Donc, on te voit l'année prochaine, une nouvelle fois dans les finales? Oui, j'espère, avec un avion plus gros et une nouvelle motorisation. J'ai acheté un 245 cm3. Et après un moment de suspense, eh bien c'est Steve Rojecki qui annonce le palmarès. C'est à la 7ème place, ce n'est pas une surprise. On retrouve donc Van Linsauer avec 7364 points. À ses côtés, l'inévitable Mistock. Roland Matt est 6ème. Il est très déçu puisqu'à l'issue de la première manche de la finale, il était 3ème. Malheureusement, c'est le seul à ne pas avoir progressé durant la 2e manche. Striker est 5ème, quant au 4ème, eh bien, il s'agit de Jason Schulman qui se retrouve juste 11 points derrière son compatriote, donc Sean McMurtry, et on voit le sourire de Christophe qui a compris qu'il était 2ème. Sean qui est donc à 8340 points, 300 points derrière Christophe, très très heureux, il était 18ème l'année dernière, rendez-vous compte des progrès qu'il a fait. C'est vraiment la nouvelle coqueluche du public américain, ça ne fait aucun doute, et on le reverra à très très haut niveau dans les années à venir. Et voilà, c'est le triomphe pour Christophe, porté par Arnaud Lennon et Stéphane Lorenz. Christophe qui n'oublie pas son père, qui évidemment en tant que caller eh bien, a beaucoup participé à sa réussite encore une fois. Christophe sur un petit nuage qui ne semble avoir vraiment aucun regret de n'être que second. Il faut dire que 15 jours avant, il avait remporté le titre de champion d'Europe en Italie, à Fano. Et un mois plus tard, eh bien, il partait pour le Japon où il va remporter brillamment le YAM, une compétition qui devient de plus en plus prestigieuse, et elle aussi. Quant à Kike, il remporte le titre pour la 3e fois avec 300 points d'avance sur Christophe. Il n'y avait vraiment pas photo cette année. Ils ont fait le trou tous les deux, mais vraiment, Kike était imbattable. Yes, Kike, congratulations. Oui, Kike, félicitations, c'est la 3e fois? Oui, c'est la 3e fois, merci beaucoup. Il fallait que je prenne cette chance parce que Christophe, votre pilote, est un grand pilote et par-dessus tout, c'est quelqu'un de très sympa. Nous avons eu une belle compétition. Est-ce que ça a été plus difficile cette année? En fait, tu es en tête depuis le début de la compétition. Oui, en fait, je pense que cette fois-ci, c'était plus facile que l'année dernière. Nous avions un bon connu, et pour gagner la compétition, les inconnus étaient la clé, celui de ce matin en particulier. Maintenant, j'attends l'année prochaine. Est-ce que tu fais un nouveau modèle pour l'année prochaine? Vous savez, cela va dépendre du règlement. Si le règlement change, évidemment, il va falloir étudier ce que l'on va faire. Eh bien, merci beaucoup et toutes nos félicitations. Alors Christophe, ça y est? Voilà. Formidable. Il fallait pas douter, tu vois. Ah ouais, mais bon, c'est dans ma nature, c'est comme ça. Pour vous, ça a été très dur. Ah, ça a été très dur, ouais, mais bon, je suis content, je finis sur un beau libre, je suis très content. Ouais, il y a de quoi, félicitations, hein, formidable. Surtout avec 15 jours d'entraînement seulement, je crois que c'est un record. C'est ce qui me faisait surtout beaucoup douter parce qu'en fait l'entraînement a été très juste et en fait ça s'est vu surtout sur les 2 derniers inconnus où j'ai pas fait les vols que je souhaitais faire quoi. J'ai manqué énormément d'entraînement sur certaines figures un peu compliquées avec des déclenchés un peu dans tous les sens. Et bon, ça m'a énormément déçu sur ces vols là quoi. Je pensais pouvoir faire mieux sur les inconnus mais bon, tant pis, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ah bah on l'espère, mais de toute façon c'est déjà extraordinaire, faut bien le dire. Hein. Comme ça, je pensais pas. Je disais avec l'entraînement que j'avais, si je termine 5, 7, ça serait bien quoi. Et puis bon, là c'est une... Ah, c'est le talent ça. C'est génial. Félicitations, bravo. Alors Jacques, tes impressions? Les impressions, bah, elles sont très bonnes. Hein.
c'était pas du tout gagné d'avance parce que tout le niveau monte tout le temps. Et puis bon, il a fait fort, il a remonté encore quelques places, à la dernière minute, je crois, un petit peu, hein, et puis c'est bon, quoi. Alors une confidence encore un peu que je voulais dire un peu, c'est que Christophe rêvait depuis 10 ans du tournoi des champions. Il m'avait confié ça, et j'osais pas le dire évidemment parce que ça me paraissait très très difficile. Et puis en 94, effectivement, il a fait son premier tournoi des champions, et là, au bout de 20 ans, c'est son 4e tournoi des champions, et là c'est quand même formidable, et ça fait rêver un peu, donc ce tournoi des champions fait rêver tous les enfants modélistes, je crois, et que ça continue à faire rêver encore tous les modélistes. C'est pas fini, avec ce qu'on a vu cette année, je crois que ça n'a pas fini de nous faire rêver. Voilà, c'est un petit peu une conclusion, quoi. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, extraordinaire, ouais. Et où est-ce que vous allez vous arrêter? T'as une idée, non? Ah bah non, je sais pas, on verra l'année prochaine. Faut pas d'arrêt, faut que ça continue. Félicitations, bravo, et puis bah, à l'année prochaine. Hein. Merci, à l'année prochaine. Ouais. Eh bien, c'est sur cette ambiance de fête indescriptible que nous allons vous abandonner jusqu'à l'année prochaine pour le TOC 99, qui s'annonce d'ailleurs tout à fait passionnant avant même de commencer, puisque les nouvelles modifications du règlement font disparaître le programme imposé connu, qui, il faut bien le dire, ne permettait plus de départager les pilotes, tellement leur niveau était élevé. Il cède sa place à ce que l'on pourrait appeler un inconnu connu, dans la mesure où il s'agira d'un programme qui sera constitué par tirage au sort de figures parmi une liste de figures connues. Ça s'annonce donc passionnant, alors à l'année prochaine!